Absolument tout le monde connaît les pranks, ou gags pour les plus anciens. Depuis des décennies, les pranks inondent la télévision et les réseaux sociaux. Leur but, faire rire à la fois les spectateurs et la personne piégée grâce à des mises en scène filmées puis diffusées. Du simple gag dans un supermarché aux pranks beaucoup plus sombres, parfois terrifiants. Il existe des mises en scène pour toutes les situations imaginables. Pensez à une situation, vous la trouverez très probablement sous forme de prank quelque part sur internet. Mais si je vous parle aujourd'hui de ce phénomène qui a littéralement retourné internet de 2010 à aujourd'hui, c'est parce qu'un prank tourné en 2017 a été l'origine de l'une des enquêtes criminelles les plus troublantes du 21e siècle. Un prank qui a causé la mort d'un homme et qui par la suite a fait trembler le monde politique. Une affaire remplie de mystères qui a provoqué des tensions diplomatiques entre puissances nucléaires. Alors comment le frère de Kim Jong-un, l'un des dirigeants les plus dangereux au monde, a-t-il pu être la victime mortelle en plein jour d'un prank orchestré dans l'ombre? Mystère, manipulation, assassinat ou encore politique, voici l'histoire troublante du meurtre de Kim Jong-nam. Sur ce, installez-vous confortablement et voici ce qui s'est passé. Notre histoire commence un matin de février 2017 en Asie du Sud-Est. Nous sommes à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. À l'aéroport international de Sepang, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Les voyageurs avancent d'un pas pressé vers leur porte d'embarquement. D'autres tuent le temps dans des cafés ou restaurants. Une matinée d'aéroport totalement banale. Mais derrière ce calme, un événement inattendu est sur le point de se produire. Sur les images de vidéosurveillance, un homme apparaît. Il est trapu, bien habillé, avec un sac à dos noir sur l'épaule. Il marche tranquillement, l'air détendu, sans savoir que dans moins de 20 minutes, il sera déclaré mort. Il s'arrête un instant pour regarder les écrans de l'aéroport quand une femme s'approche de lui et semble lui adresser quelques mots. Quelques secondes plus tard, une seconde femme passe derrière lui. Elle lui frotte brusquement un tissu sur le visage avant de disparaître dans la foule, comme si rien ne s'était passé. L'homme reste figé, surpris, déstabilisé. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais il a un mauvais pressentiment. Il parvient donc à se diriger vers des agents de police présents dans le terminal. Il leur explique qu'il a été attaqué, que deux femmes lui ont frotté un tissu mouillé sur le visage et qu'il se sent de plus en plus mal. Escorté vers la clinique de l'aéroport, il est pris en charge par le personnel médical qui pense dans un premier temps à une crise passagère, peut-être due à la fatigue ou au stress du voyage. Mais la situation dégénère rapidement. L'homme est soudainement pris de convulsions. Son état se détériore à vue d'œil. Les médecins alertent immédiatement les secours et une ambulance le transfère en urgence à l'hôpital de Putrajaya. Mais malheureusement, sur la route, son cœur lâche. Les tentatives de réanimation échouent. L'homme est déclaré mort peu de temps après son arrivée aux urgences. Cet homme, ce n'était pas un simple voyageur. Cet homme, c'était Kim Jong-nam, le demi-frère aîné de l'un des dictateurs les plus violents du monde, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Avant de plonger dans les circonstances troublantes de la mort de Kim Jong-nam, il est important de poser le décor et de revenir sur l'homme qu'il était, comprendre son enfance, le monde fermé dans lequel il a grandi, et surtout comprendre le régime nord-coréen fondé sur une dynastie autoritaire. Revenons alors en arrière à la naissance même de la Corée du Nord. De 1910 à 1945, la Corée est occupée par l'Empire du Japon, qui y impose une politique de colonisation d'une brutalité extrême. Ce n'est pas simplement une domination militaire ou politique, c'est une tentative d'effacement total de l'identité coréenne. Les Coréens sont forcés d'adopter des noms japonais, la langue coréenne est interdite dans l'espace public, les terres sont confisquées, les paysans réduits à la misère, et des milliers d'hommes sont envoyés au travail forcé dans tout l'Empire. Et puis, il y a ces jeunes filles, parfois à peine adolescentes, enlevées de chez elles et utilisées comme esclaves sexuels dans les bordels militaires japonais. On les appelle les Yanfu, les femmes de réconfort. On en compte entre 50 000 et 200 000 à cette période. En août 1945, le Japon capitule. La péninsule coréenne est enfin libérée, mais cette libération marque le début d'une nouvelle fracture au sens propre et figuré. La Corée est divisée en deux zones d'occupation, au nord les soviétiques et au sud les américains. Initialement, cette division devait être temporaire, mais très vite, les tensions de la guerre froide s'installent. Aucune des deux puissances n'envisage de quitter le territoire. Dans la zone nord, sous contrôle soviétique, un micro-État s'organise, structuré selon les principes du marxisme-léninisme. Un jeune résistant ayant combattu l'occupation japonaise dans la guérilla se distingue rapidement. Son nom, Kim Il-sung. Grâce au soutien actif de l'URSS, il gravit les échelons politiques à une vitesse fulgurante. En février 1946, il est nommé chef du comité populaire provisoire de Corée du Nord. Mais ce n'est pas fini. 2 ans plus tard, le 9 septembre 1948, la République populaire démocratique de Corée est officiellement fondée. À sa tête, Kim Il-sung, premier ministre et bientôt leader suprême incontesté. En 1950, convaincu que le Sud tombera facilement, Kim Il-sung décide de réunifier la Corée par la force. Avec l'accord de Staline puis de Mao Zedong, il lance l'invasion du Sud. C'est alors le début de la guerre de Corée. Mais le conflit dégénère. Face à l'intervention des forces extérieures menées par les États-Unis et à l'engagement massif de la Chine communiste, la guerre s'enfonce. Par peur d'une escalade nucléaire et faute de solution militaire décisive, un armistice est signé en 1953. Après plus de 3 ans de guerre, la frontière reste donc figée autour du 38e parallèle. Une zone tampon de 4 km de large est créée, la DMZ.
À la sortie de cette guerre, Kim Il-sung en ressort plus fort que jamais. Il lance une politique d'industrialisation rapide, reconstruit le pays et élimine tous ses rivaux politiques un à un. Sa priorité, s'assurer du pouvoir absolu. C'est à cette période qu'émerge peu à peu le culte de la personnalité. Kim Il-sung est représenté comme un héros national, un guide infaillible, presque une figure divine. Il ne dirige pas simplement un pays, il incarne la nation. Et pour renforcer cette domination, il forge une idéologie, le Juche. Le Juche prône l'autonomie totale, la Corée du Nord doit être autosuffisante, libre de toute influence extérieure, économiquement indépendante et capable de se défendre seule. C'est une vision rigide, gravée dans l'enseignement, la propagande, les institutions et jusque dans la vie quotidienne. Mais derrière ce discours d'indépendance, le Juche devient aussi un prétexte, un alibi pour isoler le pays du reste du monde, et aussi pour justifier l'adoration sans faille des dirigeants. Et d'ailleurs, en parlant de dirigeants, la Corée du Nord ne s'est pas simplement construite autour d'une idéologie ou d'un homme. Elle s'est construite comme une lignée, un royaume moderne où le pouvoir ne se transmet pas par les urnes mais par le sang. Kim Il-sung ne souhaite pas léguer le pouvoir à n'importe qui après sa mort. Il veut le faire perdurer au sein de sa descendance. Il annonce donc que lorsqu'il disparaîtra, ce sera son fils Kim Jong-il qui lui succédera. Kim Jong-il est un homme d'une loyauté sans faille envers son père. Il exécute scrupuleusement chaque tâche qu'on lui confie. Très vite, il gravit les échelons. Il devient un haut gradé du régime. Alors naturellement, on le voit comme quelqu'un de prêt à prendre la tête du gouvernement. Mais Kim Jong-il, lui, pense déjà à la suite. Il sait que pour garantir la survie du régime, il lui faut lui aussi un héritier. Quelqu'un un jour prendra sa place. Quelqu'un qui portera le nom des Kim. Il tombe donc amoureux d'une femme, Song Hae-rim, une actrice nord-coréenne très célèbre. Le 10 mai 1971, un enfant naît de cette union, un garçon. Son nom, Kim Jong-nam, l'homme qui a été assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur. À ce moment précis de l'histoire, tout semble parfait. Kim Jong-il a un fils, il peut le former, l'éduquer, le préparer. La dynastie Kim peut se projeter dans une troisième génération. Mais en réalité, c'est là que les ennuis commencent. Parce que derrière cette naissance se cache quelque chose que le régime ne peut pas ignorer. Kim Jong-nam et sa mère Song Hae-rim sont en réalité de réels problèmes pour le gouvernement nord-coréen. C'était un sujet totalement tabou, pour 3 raisons. D'abord, Song Hae-rim avait déjà été mariée, ce qui pour l'élite nord-coréenne était inconcevable. Ensuite, Kim Jong-il n'avait pas demandé l'autorisation de son père pour cette relation, encore moins pour avoir un enfant. Et enfin, Song Hae-rim ne venait pas d'une famille noble ou influente. Elle n'était pas à la hauteur pour enfanter un héritier de la dynastie Kim. En Corée du Nord, l'image du pouvoir est sacrée. L'entacher même légèrement, c'est risquer l'effondrement. C'est pourquoi Kim Jong-il va mettre en place un système impitoyable. Quiconque ose simplement mentionner la vie privée de la famille Kim sera immédiatement exécuté. C'est devenu l'un des crimes les plus graves du pays. Alors pour éviter ça, Kim Jong-il décide de cacher l'existence de son fils, même dans sa propre famille, même à son père, Kim Il-sung. Kim Jong-nam grandit donc loin des regards, dans un palais isolé, entouré de domestiques et de tout le confort imaginable, mais dans une solitude totale. Coupé du monde, coupé des siens. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'il découvre enfin l'extérieur. Son père l'envoie alors étudier à Genève sous une fausse identité. Et là, tout change. Il découvre l'Occident, l'ouverture, la technologie et surtout Internet. Des choses strictement interdites dans son pays natal, mais lui, il s'en passionne. Et ce n'est pas tout. Kim Jong-il, malgré tout, commence à se rapprocher de son fils. Ils partent ensemble à l'étranger, toujours sous de fausses identités. Un pays revient régulièrement, le Japon. Ils y vont souvent pour une raison bien précise, Disneyland Tokyo. Ouais, le futur dirigeant de la Corée du Nord emmène son fils secret à Disneyland Tokyo. Et Kim Jong-nam n'était pas le seul à en profiter. Parce qu'entre-temps, Kim Jong-il s'est éloigné de sa maîtresse, Song Hae-rim. Il s'est alors officiellement marié avec une femme, Ko Young-hee, une célèbre danseuse nord-coréenne. Avec elle, il aura 3 enfants, Kim Jong-chol, Kim Yo-jong et un certain Kim Jong-un. Mais Kim Jong-nam ne grandira pas avec ses demi-frères et sœurs. Il est tenu à l'écart, caché. Et quand plus tard son père commence enfin à le montrer en public, le mal est déjà fait. Il ne partagera jamais de lien véritable avec les autres membres de sa fratrie. En grandissant, Kim Jong-il croit toujours en son fils Kim Jong-nam pour reprendre les rênes du gouvernement. C'est son fils préféré. Il le nomme donc à des postes importants au sein du gouvernement. Il veut le former comme son père l'a formé, l'éduquer pour lui transmettre le pouvoir. Kim Jong-nam est l'aîné, c'est donc lui logiquement qui doit hériter du trône. Mais des événements vont venir tout faire basculer. Nous sommes maintenant en 2001. Kim Jong-nam s'apprête à fêter ses 30 ans. Il se rend alors au Japon avec son fils, sous une fausse identité dominicaine. Objectif, roulement de tambour, visiter Disneyland Tokyo. On voit que la famille Kim a une obsession pour la bande à Mickey. Mais cette fois-ci, les autorités japonaises l'arrêtent et son identité est révélée. Un peu bizarre cette arrestation. Jusque-là, il n'y avait aucune suspicion.
Et vous vous imaginez bien que pour une famille dirigeant un pays, c'est assez facile d'avoir des vrais faux documents. Ce qui veut dire que ce sont des documents qui sortent d'organismes officiels, mais qui sont faits sous la table. L'affaire fait la une. Le monde entier découvre que le fils de Kim Jong-il, leader suprême de Corée du Nord, vient d'être arrêté avec de faux papiers, pour avoir voulu s'amuser à Disneyland. C'est un scandale, une humiliation pour le régime, et pour Kim Jong-il, une trahison. À cette période, des bruits de couloir circulaient. Il était dit que c'était Ko Young-hee, la deuxième femme de Kim Jong-il, qui a balancé au Japon l'arrivée de Kim Jong-nam avec de faux papiers. C'était une rumeur qui pouvait être vraie, car beaucoup de gens savaient que Ko Young-hee ne voulait pas que Kim Jong-nam soit le successeur de son père. Elle voulait que ce soit son propre fils, Kim Jong-un. Kim Jong-il prend alors une décision radicale, bannir son propre fils de Corée du Nord et de la dynastie Kim. Ce n'est pas simplement une question d'image, c'est aussi une question de nature. Car en réalité, c'était la goutte de trop. Kim Jong-nam est à l'opposé total de son père. Il n'a ni le goût du pouvoir, ni la discipline politique. Là où Kim Jong-il gravissait les échelons dès son plus jeune âge, Kim Jong-nam préfère les casinos, l'informatique et la liberté. Il est profondément marqué par l'Occident. Il aime l'ouverture, le changement. Pour Kim Jong-il, c'est clair. Mettre Kim Jong-nam au pouvoir, c'est jeter à la poubelle des décennies d'efforts pour bâtir un régime totalitaire fondé sur l'isolement, la discipline et la peur. 위대한 용도자 김정일 동지께서 주체 100 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. Lorsque Kim Jong-il meurt, ce n'est pas Kim Jong-nam, l'aîné, l'héritier naturel qui prend les rênes du pays. Non, c'est finalement son petit frère. Un jeune homme mystérieux, inconnu du grand public, à peine trentenaire, Kim Jong-un. Et croyez-moi, c'est à partir de là que tout va basculer. Maintenant que vous connaissez en grande partie l'histoire de Kim Jong-nam, de la Corée du Nord et de son modèle totalitaire, revenons là où tout a commencé, Kuala Lumpur. Qui a bien pu assassiner Kim Jong-nam, le demi-frère du dictateur considéré comme l'un des plus violents de la planète, et surtout, pourquoi? Le 13 février 2017, Kim Jong-nam est officiellement déclaré mort à l'hôpital de Kuala Lumpur, et c'est là-bas qu'il est autopsié. Le lendemain, le 14 février, la police malaisienne ouvre une enquête criminelle. Après avoir récupéré les images de vidéosurveillance de l'aéroport, les enquêteurs découvrent un élément troublant. On y voit très clairement le moment où Kim Jong-nam est abordé par les deux femmes. Juste avant de mourir, il avait d'ailleurs confié à la police que deux femmes lui avaient frotté le visage avec un tissu humide. Les images confirment ses dires. Les enquêteurs suivent alors cette piste. Qui sont ces femmes ? À un moment donné, les caméras de surveillance capturent leur visage. On arrive très clairement à les distinguer, et l'une d'elles porte même un t-shirt facilement reconnaissable avec le mot LOL écrit en gros. Après une rapide analyse, les deux femmes sont identifiées. Le 15 février, la première femme est arrêtée, et étonnamment pas de cavale. C'est une Vietnamienne de 28 ans, nommée Do-Han Thi-Hung, celle au t-shirt LOL. Elle est interpellée après être revenue à l'aéroport de son plein gré, et c'est justement ce comportement qui interroge. Pourquoi revenir aussi calmement sur le lieu d'un meurtre? Les agents ne comprennent rien. Pour la deuxième suspecte, il faudra attendre le lendemain, le 16 février pour son arrestation. Elle s'appelle Siti Aisyah, a 25 ans et c'est une Indonésienne. Amenée au poste pour être interrogée, les deux femmes livrent exactement la même version des faits, alors qu'elles ne se connaissaient pas du tout. Voici ce qu'elles racontent. Do-Han, la Vietnamienne, explique qu'à 18 ans, elle quitte son village natal pour rejoindre Hanoï et étudier la pharmacologie. C'est là qu'elle fait la rencontre d'un homme, se présentant comme un producteur dans le monde de l'audiovisuel sud-coréen, nommé Mr. Y. Cet homme lui parle d'un projet d'émission de caméra cachée pour YouTube. Séduit par son profil, il lui promet qu'elle pourrait devenir une star d'internet et voyager partout dans le monde. Quand elle lui demande en quoi consistent ces pranks, Mr. Y répond « C'est simple, tu dois juste étaler de la lotion hydratante pour bébé sur tes mains et toucher des inconnus. Chaque vidéo serait rémunérée $100, une somme vraiment pas négligeable. » Elle finit donc par accepter. De l'autre côté, Siti Aisyah, l'indonésienne, raconte une version quasi similaire. Elle quitte très tôt l'Indonésie pour travailler dans un spa à Kuala Lumpur. Elle y fait ensuite la rencontre d'un certain James, qui se présente comme étant un producteur, mais japonais cette fois-ci. Même discours, même promesse. Elle aussi accepte de participer. Les deux femmes racontent avoir réalisé plusieurs pranks, au Vietnam, au Cambodge et enfin en Malaisie. Elles sont bien payées, elles voyagent, tout semble parfait et les promesses sont bien tenues. Mais une question commence à les tarauder. Où sont postées les vidéos tournées? Où est cette célébrité qu'on leur avait promise? Mais bon, le doute est vite balayé. Peut-être qu'il faut simplement attendre. Le montage vidéo et tout ce qui s'ensuit prend peut-être du temps.
13 février 2017, le jour de l'assassinat de Kim Jong-nam. Ce jour-là, tout semble se dérouler comme d'habitude. Siti Aisha est accompagné de son agent Mr. Cheng. Il s'installe dans un café de l'aéroport de Kuala Lumpur et commande à boire. Quelques minutes plus tard, l'homme pointe du doigt un individu au hasard, Kim Jong-nam. Il lui dit qu'elle sera rejointe par une autre participante, Do-han. C'est donc à ce moment que les deux femmes se sont croisées pour la première fois. Les deux producteurs leur remettent alors un flacon de lotion, elles se frottent les mains, approchent leur cible, effectuent leurs gestes, puis quittent les lieux avant de se rendre aux toilettes pour se laver les mains. Quelques minutes plus tard, elle quitte l'aéroport en taxi tranquillement. Do-han confie aux enquêteurs avoir même recontacté Mr. Wai le lendemain et lui aurait simplement redonné un rendez-vous à l'aéroport de Kuala Lumpur, l'endroit même où l'assassinat a été commis. C'est la raison pour laquelle elle est revenue sans doute, sans crainte et sans précaution. Les deux femmes mettent plusieurs jours à réaliser ce qui leur arrive. Elles pensent encore que leur arrestation fait partie du tournage. Ce n'est qu'après 3 jours d'interrogatoire qu'elles comprennent la gravité des faits. Elles sont accusées d'avoir assassiné un homme en plein jour. Et pourtant, beaucoup d'éléments jouent en leur faveur. Des vidéos montrent les deux femmes réaliser des pranks similaires sur d'autres inconnus, sans aucune conséquence mortelle. On y voit aussi clairement qu'elles étaient accompagnées d'hommes, ce qui concorde avec les témoignages lors des interrogatoires. Do-han est revenue d'elle-même sur les lieux du crime, et lors de son arrestation, elle semblait totalement inconsciente. Tout ça, ça donne du crédit à leur version. Elles auraient été manipulées, utilisées à leur insu comme armes vivantes. Mais malgré tout ça, il reste un doute. Sur les images de vidéosurveillance, les deux femmes marchent avec les mains écartées de leur corps, comme si elles savaient que leur peau avait été exposée à une substance toxique, un détail troublant. Lors d'une conférence de presse, le chef de la police malaisienne soulève même ce point. Pourquoi éloigner les mains du corps si ce n'est que de la simple lotion hydratante? I was just wondering, 2 female suspects, did they know the substance was toxic? Well, I think you have seen the video, right? You have seen the lady were moving away with their hands like this towards the bathroom, towards the washroom. So she knew very well that it is toxic and she needs to wash them. Eh bien certains voient en ça simplement le fait qu'il s'agisse d'un liquide collant, désagréable au toucher, une hypothèse qui est fort probable. Mais alors si elles ont été manipulées, par qui ? Eh bien logiquement on pense à Mr. Wai, Mr. Cheng et les autres producteurs. Mais alors qui sont-ils réellement ? Pourquoi tuer Kim Jong-nam? Pour l'instant, il est trop tôt pour le savoir, mais le 17 février 2017, les résultats de l'autopsie viennent de tomber, apportant des révélations troublantes qui pourraient nous rapprocher vers un potentiel suspect. L'autopsie confirme bel et bien des signes d'intoxication. Mais quel produit peut tuer aussi rapidement? Kim Jong-nam est mort en à peine 20 minutes. C'est possible uniquement si un expert a manipulé un produit extrêmement toxique. La police malaisienne va alors mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant. En étudiant les profils des hommes en lien avec les deux femmes, les autorités malaisiennes réalisent grâce aux images de vidéosurveillance qu'ils sont 4. Les enquêteurs suivent les traces de ces hommes, et tous sans exception ont quitté le pays quelques heures après l'attaque. Les enquêteurs malaisiens cherchent des informations dans la base de données des vols. Ils découvrent alors que ces 4 hommes ont pris des vols vers Jakarta, puis Dubaï, avant de finalement rentrer dans leur pays d'origine, la Corée du Nord. Et là, tout devient plus clair. Ces hommes n'étaient pas japonais, ni sud-coréens. Ils ont voyagé avec des papiers d'identité nord-coréens. Les 4 suspects sont identifiés. Ri Ji-yeon, Oh Jong-gil, Hong Sung-hak et Ri Jae-nam. En plus de ces 4 hommes, un autre nord-coréen fait aussi parler de lui, Kim Uk-il, un employé de l'aéroport qui travaillait pour la compagnie Air Koryo, une compagnie aérienne nord-coréenne. Dès que l'attaque a eu lieu, il n'a pas quitté le pays, mais s'est immédiatement réfugié à l'ambassade nord-coréenne, en Malaisie. Les enquêteurs ont déjà découvert beaucoup de choses, mais ce n'est pas fini. Ils découvrent qu'un autre homme nord-coréen vit aussi en Malaisie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très proche des 4 hommes qui ont fui le pays. Son nom, Ri Jong-chol. Il est âgé de 47 ans, et c'est là que les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. Ri Jong-chol pourrait bien être la clé de l'enquête. C'est un expert en chimie. Il pourrait avoir joué un rôle clé dans la manipulation du produit mortel utilisé pour tuer Kim Jong-nam. Les autorités malaisiennes arrêtent immédiatement Ri Jong-chol et perquisitionnent son domicile. Dans sa maison, ils découvrent des éléments suspects, des fioles, des produits chimiques et plusieurs ordinateurs et téléphones. Mais malgré ça, rien n'indique clairement qu'il a été impliqué dans l'assassinat de Kim Jong-nam. En attendant que l'enquête se poursuive, la Malaisie et la Corée du Nord pointent clairement du doigt le gouvernement nord-coréen. Ils affirment que c'est le régime de Kim Jong-un qui est derrière l'assassinat. Le gouvernement de Kim Jong-un cependant dément toute implication. Ils exigent le rapatriement du corps de Kim Jong-nam ainsi que l'extradition et la libération de 3 hommes. Ri Jong-chol, le chimiste, Kim Uk-il, l'employé aéroportuaire, et Yoon Kwang-sung, l'ambassadeur nord-coréen en Malaisie. Après de longues négociations, un accord est trouvé. Les 3 hommes sont exfiltrés de Malaisie et retournent dans leur pays d'origine. Mais ça ne signifie pas que la Corée du Nord est innocente, bien au contraire. Les soupçons continuent et ils vont même s'intensifier avec l'arrivée du rapport d'analyse du produit chimique. Le résultat indique que c'est un produit extrêmement toxique, le VX, une arme chimique.
Le VX est un liquide mortel, une simple goutte peut tuer un homme en quelques minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, le VX a été interdit par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en 1993, aussi bien pour l'usage que pour le stockage. Et là, on ne parle pas d'un cas où un simple citoyen en stocke, parce que déjà c'est impossible, mais on parle au niveau étatique. Ça reste un produit extrêmement rare et extrêmement dangereux. La découverte du VX et les liens avec des agents nord-coréens confirment quasiment les soupçons. Kim Jong-nam n'a pas été tué par un acte isolé, mais bien par une opération sombre et calculée. Le procès des deux femmes s'ouvre le 2 octobre 2017 en Malaisie, dans l'état de Selangor, sous la présidence du juge Azmi Arifin. D'un côté, le procureur accuse Siti Aisha et Doan Chi-hung d'avoir assassiné Kim Jong-nam en toute conscience. Selon l'accusation, elles auraient été entraînées pendant plusieurs semaines à simuler des attaques, afin de se familiariser avec la technique utilisée lors du meurtre. Elles auraient été rémunérées et suivies de près par une équipe d'agents du gouvernement nord-coréen. De l'autre côté, la défense affirme que les deux femmes ont été manipulées, utilisées à leur insu par ces mêmes agents nord-coréens. Elles croyaient toutes les deux participer à une émission de caméra cachée pour une chaîne japonaise diffusée sur YouTube. Elles ignoraient tout du VX, et encore plus l'identité réelle de l'homme ciblé, Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Celui qui aurait dirigé l'opération utilisait le nom de code Anamori. Il les aurait recrutés pour leur naïveté, mais aussi et surtout pour leur grande vulnérabilité sociale. Siti Aisha et Doan Chi-hung vont alors raconter en détail comment elles ont été approchées et recrutées. Pour Doan, l'histoire commence avec un rêve, devenir célèbre. Elle était mannequin à ses heures perdues et avait même participé à des émissions pour tenter de percer, comme la version vietnamienne de Nouvelle Star. Mais la réalité était bien plus difficile. Pour subvenir à ses besoins, elle travaillait dans un bar. Un soir, un homme la contacte et lui propose un rendez-vous via une plateforme de recrutement en ligne. Doan accepte. Comment vous appelez-vous? Appelez-moi simplement Mr. Y. J'aimerais que vous fassiez des vidéos de caméra cachée, vous serez l'actrice principale. Combien souhaitez-vous comme rémunération? Je veux 1000 $. Mon boss peut clairement vous payer ce prix. Elle commence alors à tourner ses premières vidéos avant de rencontrer personnellement Anamori, le véritable organisateur. Pour Siti, le parcours est différent. Très jeune, elle quitte sa ville natale pour Jakarta, où elle travaille comme couturière. Mais les conditions sont difficiles. Le travail est rude et le salaire est misérable. Elle décide alors de tout quitter et de tenter sa chance à Kuala Lumpur. Elle se rend là-bas et trouve un travail dans un spa. Un soir, en rentrant du travail, elle monte dans un taxi, comme à son habitude. Mais cette fois-ci, le chauffeur lui parle d'un de ses clients, qui chercherait une femme pour tourner des caméras cachées. Curieuse et dans le besoin, Siti Aisha accepte d'être mise en relation. Quelques jours plus tard, elle rencontre un certain James à Pavillon KLCC, un grand centre commercial à Kuala Lumpur. Pour son premier prank, James lui propose 100 $ pour simplement mettre de la crème sur les mains et de toucher des inconnus. Voilà comment ces deux femmes ont commencé à tourner ces pranks. Cette version des faits semble très solide. Non seulement elle s'emboîte parfaitement avec l'implication présumée des agents nord-coréens, mais elle est aussi appuyée par plusieurs éléments importants. D'abord, il est avéré que Doan avait déjà participé à plusieurs pranks bien avant le meurtre, ce qui confirme qu'elle avait déjà été engagée pour ce type d'activité. Ensuite, pour Siti Aisha, il existe une photo. Cette photo, elle a été postée sur Facebook. On y voit très clairement Siti aux côtés de James, l'un des agents nord-coréens ayant fui le pays après le meurtre. Mieux encore, elle avait publié plusieurs vidéos sur sa propre page Facebook, où elle apparaît en compagnie de l'agent. Lors du procès, les deux femmes ont également présenté des échanges de messages entre elles et les agents nord-coréens. L'un d'eux, entre Doan et Mr. Y, fait mention d'un ours en peluche géant, présent dans sa chambre d'hôtel. « Salut, tu prévois quoi aujourd'hui ?»« Rien, juste me détendre dans ma chambre. » Ok, n'oublie pas de t'entraîner pour la technique des yeux avec l'ours en peluche. Les enquêteurs ont confirmé qu'une semaine avant le meurtre, Doan avait bien séjourné dans cet hôtel et qu'elle y était entrée en possession d'une peluche géante. Là encore, la version de la défense se confirme. Il ne fait alors plus aucun doute que les deux femmes ont participé à des pranks dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, sous la direction d'agents nord-coréens, et qu'elles étaient totalement inconscientes d'être manipulées pour exécuter un meurtre. Malgré de nombreuses demandes des autorités malaisiennes pour que les agents nord-coréens soient envoyés afin d'être jugés en Malaisie, le gouvernement nord-coréen refuse catégoriquement, et pire encore, il leur accorde la grâce. En d'autres termes, c'est Siti Aisha et Doan Chi-hung seuls contre tout un système. Mais après plusieurs années de procédure, un retournement de situation se produit. En 2019, le parquet malaisien décide de retirer les charges contre elles. Les deux femmes sont libérées après avoir purgé quelques années en détention provisoire. La libération de Siti Aisha a été facilitée par la pression diplomatique intense exercée par l'Indonésie sur la Malaisie. Le Vietnam, en revanche, a été plus discret, ce qui explique pourquoi Doan a été libérée un peu plus tard. Les deux femmes sont alors renvoyées dans leurs pays respectifs. Quant aux véritables assassins, ceux qui ont orchestré et dirigé cette opération dans l'ombre, ils vivent toujours en liberté, en Corée du Nord.
On le sait, en Corée du Nord, absolument rien ne peut être entrepris sans l'approbation du dirigeant suprême. Absolument rien. Encore moins une opération internationale, encore moins un assassinat à l'étranger, et encore moins l'assassinat du propre frère du dirigeant. Comment alors expliquer que Kim Jong-un ait accordé la grâce à des agents nord-coréens impliqués dans la mort de Kim Jong-nam? Comment comprendre qu'il ait protégé ceux qui ont ôté la vie d'un membre de sa propre famille, si ce n'est parce qu'il est lui-même à l'origine de cet ordre? Il n'y a qu'une explication logique. C'est Kim Jong-un en personne qui a commandité l'assassinat de son demi-frère. Mais serait-il capable d'aller aussi loin, et surtout, pourquoi? Je veux dire, Kim Jong-nam vivait dans son coin, Kim Jong-un ne craignait pas pour son poste de dirigeant, donc... Eh bien, les réponses à ces questions sont en réalité très bien documentées. Peu de temps après son bannissement de la dynastie Kim et de son exil hors de Corée du Nord, Kim Jong-nam s'est montré plutôt bavard. Installé à Macao, il accordait régulièrement des entretiens à des médias japonais. Il y exprimait ouvertement ses opinions sur le régime nord-coréen, critiquait le système dynastique et dénonçait l'isolement du pays. En 2010, lors d'une interview accordée au journal Asahi, on lui demande s'il est contrarié que son frère Kim Jong-un accède au pouvoir. Il répond « Je pense que c'est mon père qui l'a souhaité. Je n'ai aucun regret. Cela ne m'intéresse pas, et c'est sans importance pour moi. Je suis opposé à toute nouvelle succession dynastique. » Une telle déclaration pour Kim Jong-un est inacceptable. Il va même jusqu'à remettre en cause la légitimité idéologique du régime. La dynastie ne fonctionne pas avec le socialisme. Mon père y était également opposé. Petite piqûre de rappel. En Corée du Nord, l'un des pires crimes et qui mérite la peine de mort, c'est de parler de la vie privée de la famille Kim. Et Kim Jong-nam s'exprimait librement sur ce sujet. Mais ce n'est pas tout. Kim Jong-nam entretenait des relations très étroites avec des figures politiques qui posaient un immense problème au régime de Pyongyang. Il était très proche de Park Geun-hye, l'ex-président de la Corée du Sud, pays toujours officiellement en guerre avec le Nord. Cette relation lui valait une certaine protection diplomatique, d'autant plus qu'il vivait à Macao, une région administrée par la Chine, allié historique de la Corée du Nord. Mais la goutte d'eau, celle qui va faire déborder le vase, et de loin, c'est son lien supposé avec l'un des pires ennemis de la Corée du Nord, les États-Unis. D'après plusieurs sources sûres, Kim Jong-nam aurait été un informateur de la CIA. Le 9 février 2017, quelques jours avant son assassinat, il voyage à Langkawi, une île malaisienne prisée des touristes. Les caméras de son hôtel le montrent en compagnie d'un homme, avec qui il discute longuement durant 2 heures. Peu après, les deux hommes quittent l'établissement. Kim Jong-nam part ensuite pour Kuala Lumpur, où il sera tué. L'individu identifié sur les images est un agent de la CIA. On soupçonne qu'ils avaient convenu d'un rendez-vous pour procéder à un échange d'informations sensibles. Pour étayer ce fait, lorsque les enquêteurs malaisiens ont fouillé les affaires de Kim Jong-nam après sa mort, ils découvrent plusieurs documents confidentiels et surtout une somme en liquide. 138 000 $ en cash. Ce montant aurait été remis à Kim Jong-nam par l'agent américain. Pour Washington, Kim Jong-nam représentait une source importante d'informations sur un régime fermé, au moment même où la Corée du Nord intensifiait sa course à l'armement nucléaire. Avoir un homme qui connaissait de l'intérieur les hautes sphères du régime nord-coréen, un ancien favori du pouvoir, un témoin des secrets les mieux gardés du pays, c'était une opportunité en or pour les États-Unis. Et pour Pyongyang, c'est une trahison. Et la trahison en Corée du Nord se paie par la peine capitale. Alors se pose une question. Kim Jong-un serait-il réellement capable d'aller jusqu'à ordonner la mort de son propre frère? Eh bien pour y répondre, il faut s'attarder sur le personnage. En 2011, à son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un lance une politique de purge totale. Il élimine méthodiquement toutes les menaces potentielles, internes comme externes. Les exécutions deviennent monnaie courante, même les cadres historiques du régime ne sont pas épargnés. Mais qu'en est-il de sa propre famille? Ferait-il une exception pour ceux qui portent le même sang que lui, ou bien tout le monde est logé à la même enseigne? La réponse est malheureusement non. Kim Jong-un n'en est pas à son premier meurtre intrafamilial. En effet, en 2013, il fait arrêter publiquement son propre oncle, Jang Song-taek. Cet homme était pourtant une figure puissante du régime, bras droit de Kim Jong-il, vice-président de la Commission de défense nationale, responsable des relations économiques avec la Chine. C'est tout simplement grâce à lui que Kim Jong-un avait consolidé son pouvoir à ses débuts. Mais son influence devenait trop grande. Certains affirmaient même qu'il avait autant, voire plus de pouvoir que Kim Jong-un, au point de contester certaines décisions. Le 9 décembre 2013, Jang Song-taek est arrêté en pleine réunion d'État. La scène est retransmise à la télévision publique nord-coréenne. Il est accusé de trahison et de tentative de planification de coup d'État. 3 jours plus tard, il est jugé et condamné à mort. Il est fusillé quelques heures après son jugement. Le message est clair, même un membre de la famille, même un mentor, même une grosse tête du régime n'est pas à l'abri. Le pouvoir avant tout. Un autre élément troublant montre que Kim Jong-nam savait que ses jours étaient comptés. Un jour, il écrit une lettre à Kim Jong-un, donc son frère. « Je t'en prie, annule l'ordre de me punir, moi et ma fille. Nous n'avons nulle part où aller, nulle part où nous cacher. Notre seule issue est le suicide. » Il savait qu'il était traqué, il savait que le piège se refermait sur lui. Ce n'était qu'une question de temps. Derrière ce meurtre, Kim Jong-un ne cherche même pas à dissimuler son geste. Il ordonne que son frère soit tué en plein jour dans un lieu public, bondé, ultra surveillé, un aéroport international. C'est un message, un avertissement lancé au monde entier. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous êtes une menace, on viendra vous chercher.
Ainsi se clôt l'histoire du fratricide le plus sombre de l'histoire politique, l'assassinat de Kim Jong-nam. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, on vise les 100 000 abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter, c'est généralement là-bas où je suis le plus actif et où j'annonce mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire un tour sur TikTok, vous y trouverez du contenu exclusif au format court. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube secondaire où je compte publier des vidéos plus fréquemment sur des affaires beaucoup moins complexes et beaucoup moins connues. Donc n'hésitez pas à faire un tour, tout sera en description. Sur ce, c'était Menko, et n'oubliez pas, la fin justifie-t-elle les moyens ?